bonjour et bienvenue sur Médian TV. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale viennent de se refermer à Marrakech. Les participants et responsables mondiaux saluent la qualité de l'organisation de cet événement abrité par le Maroc durant une semaine. Que retenir de ces assemblées annuelles? Nous en parlons avec notre invité, l'analyste politique et économique, Driss Essaoui. Bonjour à vous, Driss Essaoui. Bonjour. Alors, une semaine donc de travaux, une semaine qui a attiré l'attention de la communauté internationale, en tout cas sur le plan financier et économique, sur Marrakech et le Maroc. Alors, au finish, Driss Essaoui, quels sont les faits majeurs qu'il faudrait retenir de ces assemblées annuelles? C'est d'abord un événement mondial que les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent à Marrakech, particulièrement après le séisme qui a secoué la région de Marrakech, Tsaroudant, etc. Et il fallait, ces organisations internationales ont tenu absolument à tenir ces réunions à Marrakech, considérant que le rôle de ces institutions, c'est justement de soutenir ces pays-là. Bien entendu, c'est un travail de longue haleine qui a été préparé, auquel se sont adonnés les responsables marocains avec les gens de la Banque mondiale et du FMI. Ils ont pu réunir toutes les sensibilités économiques, tous les responsables au niveau mondial, des banques centrales, des économistes, des universitaires, des analystes. Ils se sont tous réunis à Marrakech pour discuter, pour voir dans quelle mesure on peut aller de l'avant et comment on peut réformer les démarches actuelles, que ce soit pour la Banque mondiale en ce qui concerne le financement du développement ou pour le FMI pour tout ce qui concerne le financement du compte de la balance des paiements, donc des équilibres financiers. Et je pense que les participants ont donné, d'ailleurs, on a eu beaucoup d'échos très positifs des travaux. Et d'ailleurs, les gens de la Banque mondiale et du FMI ont loué la qualité de l'organisation à Marrakech. Et ça, c'est quelque chose qui doit être retenu, qui doit être souligné avec beaucoup de force. Et le Maroc est aujourd'hui l'un des élèves les plus pertinents, les mieux préparés pour prendre la relève sur beaucoup de sujets. Je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations, mais le Maroc est véritablement un leader sur le plan économique, particulièrement pour sa région, pour l'Afrique du Nord, mais aussi pour l'Afrique et pour le sud de la Méditerranée. Je pense que le bilan est très, très positif pour les travaux disons, de la Banque mondiale et du FMI qui se sont tenus à Marrakech entre le 9 et le 15 octobre. En tout cas, pour 2026, ce sera donc en Asie, notamment en Thaïlande. On reviendra sur le bilan en termes de progrès par rapport aux grands dossiers qui étaient à l'ordre du jour, mais aussi ces travaux ont été marqués par le message royal adressé donc lors des assemblées plénières. C'est un message aussi qui fera date parce que Sa Majesté le roi Mohamed VI a tenu à parler le langage des experts, et parce qu'on est devant justement tous des experts, des responsables de banques centrales, d'organismes chargés de la gestion des finances publiques et des équilibres macroéconomiques au niveau des pays qui sont présents. Et nous avons remarqué aussi que les responsables, que ce soit du FMI ou de la Banque mondiale, n'ont pas eu de cesse de dire que l'économie marocaine est une économie qui donne un excellent exemple de ce que devraient être les pays en développement. Et la lettre royale a été dans ce sens. Elle a été faite dans ce sens pour dire « Nous comprenons ce que vous faites. Nous savons exactement que le Maroc est un pays qui a pu supporter les effets et les affres du séisme, mais nous l'avons senti dans notre chair, dans notre cœur, mais en fin de compte,
nous sommes là pour dire oui, nous voulons faire autre chose, nous voulons aller de l'avant. Et effectivement, je pense que le FMI et la Banque mondiale ont entendu la chose, d'autant plus que la lettre royale est une lettre extrêmement intéressante parce qu'elle pose la question de la réforme des systèmes de fonctionnement des institutions de Bretton Woods, qui, pour dire, nous sommes aujourd'hui à l'heure de la révision des méthodes. Et je pense que le FMI et la Banque mondiale voulaient entendre ce genre de discours parce que ces institutions ont besoin de revenir au métier, à la charge, pour dire voilà ce que nous devons faire, voilà comment on doit le faire. Et les indications ont été données par la lettre royale pour dire, disons, la mondialisation a certainement changé des choses. Elle nous a privés d'un certain nombre de choses. Elle nous a imposé des rythmes et des fonctionnements qui ne sont pas toujours ce que nous souhaitons, mais nous devons faire avec. C'est ça le plus important, c'est que nous devons faire avec, mais particulièrement pour pouvoir apprécier les changements intervenus au Maroc et dans d'autres pays. Les institutions de Bretton Woods devraient réfléchir sur leur manière de travailler, sur leur manière de concevoir les politiques économiques au niveau des pays en développement. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, on va en parler, mais restons sur le cas du Maroc. Au-delà donc de l'organisation, en termes d'accords de financement, que retenir? Quelle moisson le Maroc a eu à faire à l'occasion de ces assemblées annuelles? Je pense que la plus grande réussite, c'est celle d'être au diapason avec les grandes économies mondiales. Le Maroc a réussi à s'attirer les lumières sur son économie, sur son pays, sur sa manière de gérer les problématiques socio-économiques, à sa manière de regarder un peu l'avenir. Et ça, ce n'est pas donné. Vous savez, les pays en développement ou les pays émergents souhaitent avoir ce genre de situation. Et le Maroc a été parmi ceux qui peuvent faire justement toute la différence avec d'autres pays. Et le Maroc est un pays courageux. C'est un pays qui a, maintenant, on est rentré dans le 13e siècle d'existence de l'État moderne au niveau du Maroc. Et ce n'est pas facile quand on le dit. Le Maroc est un grand pays, une grande civilisation, et aujourd'hui, la preuve est donnée par ces réunions-là. Et je pense que le gain, il est incommensurable. On ne peut pas le mesurer et dire nous avons gagné tant de points dans le taux de croissance. Non. Aujourd'hui, nous avons des experts qui sont venus eux-mêmes sur la terre marocaine. Ils ont bu le thé marocain. Ils ont respiré l'air de Marrakech. Et ils sont justement de toute la culture qui respire justement la fierté et la joie de vivre. Parce qu'en arabe, c'est ce que je veux dire. Les gens appartenir à Marrakech, c'est appartenir à cette ville qui donne envie de vivre, qui donne envie de s'éclater, de se préparer à faire quelque chose de formidable. Et je pense que tous ceux qui ont assisté à Marrakech, au niveau des réunions, au niveau de la Banque mondiale et du FMI, ils ont eu le temps de le faire. Et bien entendu, je n'en ai pas encore parlé des dossiers brûlants sur la dette, sur les restructurations d'entreprises. Effectivement, ce sont là ce que je disais depuis tout à l'heure, les autres axes à aborder. Il y a la présence de l'Afrique renforcée dans ces instances de décision, la question de la dette, du climat. Alors, on y va point par point. Est-ce que par rapport aux attentes des pays du Sud, on a remarqué des avancées? Vous savez, moi je l'ai toujours dit, le Maroc, et surtout le roi du Maroc, c'est un roi qui parle un langage de militant du développement. Et le Maroc, effectivement, est un pays qui milite en faveur de l'Afrique, des pays en développement. Et quand il parle au nom de l'Afrique, il en parle comme étant un membre actif,
un membre intéressant, un membre intéressé de ce qui devra être fait pour justement pour les économies africaines. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui permet de dire les réunions de la Banque mondiale et du FMI sont des réunions qui vont, comme je l'ai dit depuis le début, ce sont des réunions qui vont permettre aux Africains et aux non-Africains, aux gens de la rive sud de la Méditerranée, des pays du Sud, de manière générale, d'être fiers d'appartenir à ce groupement de pays qui est en train de se développer et d'aller de l'avant. C'est très important. Alors, qu'en est-il de la question climatique à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a été constaté ou décidé à Marrakech? Ce qui a été décidé, vous savez, est en droite ligne des grandes résolutions prises par la communauté internationale au niveau de ce qui se fait sur le plan de la gestion rigoureuse du climat et des émissions de gaz à effet de serre, de ce qui est contrôle du réchauffement de la Terre, du réchauffement climatique qui pose de graves problèmes. Nous avons également de grandes questions qui ont été posées sur comment gérer la rareté de l'eau. C'est très important. Et le Maroc a un chapitre important dans cela parce que le Maroc est parmi les pays qui ont compris que la question de l'eau est une question stratégique et qu'il fallait y réfléchir le plus longtemps et se donner les moyens de le faire. Et les expériences, les pays du monde entier qui sont présents qui ont été présents à Marrakech ont justement une démarche assez intéressante dans ce sens-là. Et je pense que la question climatique n'a pas échappé, elle a été même au centre d'un certain nombre de discussions et les résolutions qui ont été adoptées sont des résolutions très fortes et qui permettent de conforter la communauté internationale. C'est ça le plus important. Alors, à ce propos, je rappelle que donc, selon l'Agence internationale de l'énergie, on a besoin de 2000 milliards annuellement d'ici 2050 pour parvenir à cet objectif de neutralité carbone. Que du côté du FMI et de la Banque mondiale, on fait savoir qu'il y a des limites par rapport aux capacités de financement de ces projets climatiques. On l'avait évoqué tout à l'heure, c'est la dette des pays du Sud. On sait que cette fameuse question aussi revient souvent. Le service de la dette en tout cas, cause de sérieux problèmes au niveau de la gestion budgétaire de ces pays et de leur capacité à faire face à certaines urgences. À ce niveau-là, qu'est-ce qui a été fait comme progrès, Driss Essaoui? Nous savons depuis longtemps que le service de la dette, il est beaucoup plus gourmand que la dette elle-même. C'est-à-dire quand vous empruntez $1, vous devez le rendre par 15. Et ça, c'est le plus important. Et je pense que les économistes du monde entier le savent. Et ils ont appelé toujours à gérer au mieux cette question de la dette, du service de la dette. Parce que les gens et ceux qui empruntent, parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau du marché mondial, il y a beaucoup de liquidités en circulation. Et on demande aux pays qui ont besoin de financer leur développement d'aller chercher, parce que les banques sont toujours comme ça. Quand ils ont un excédent de liquidité, ils essaient de le placer. Mais quand vous prenez ces crédits-là, vous devenez dépendant du service de la dette elle-même et qui vous pose un problème. Comment gérer cette dette? Comment gérer le service de la dette qui est très, très important parce qu'il augmente à une vitesse exponentielle par rapport aux besoins eux-mêmes que l'on est censé financer. Et c'est ça le problème qui se pose pour les pays en développement. Vous empruntez 1 et vous devez restituer 30 ou 40, ce n'est pas normal. Il fallait justement amener une réflexion qui fasse de l'équilibre, vraiment un équilibre parfait pour les besoins des pays en développement et ceux qui veulent
financer leur économie. C'est ça le plus important. Alors, je rappelle que pour 2026, donc, ce sera en Thaïlande que ces assemblées annuelles seront organisées. Alors, je l'avais évoqué tout à l'heure par rapport, et c'est revenu même d'ailleurs dans le message royal adressé aux participants, c'était la place de l'Afrique qui obtient un 3e siège au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Alors, toutefois, le FMI est toujours dirigé par un ressortissant de l'Union européenne ou bien de l'Europe et la Banque mondiale par un citoyen américain. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il n'est pas temps quand même qu'on fasse davantage parler de la diversité planétaire? Je pense que la diversité, elle est présente pour un certain nombre d'institutions internationales. Prenez par exemple l'ICAO, prenez l'Organisation mondiale de la santé, du travail, etc. Les Africains arrivent à se placer. Les Asiatiques aussi, n'oubliez pas, même s'ils ont une nationalité autre que celle de leur pays d'origine, ils restent quand même des citoyens qui ont la sensibilité des pays, disons, différents dont on a parlé, que ce soit l'Asie, l'Afrique ou le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la diversité peut être assurée. Il est vrai que les États-Unis n'acceptent pas que les grands, disons, les grands sièges les grandes institutions ne soient pas totalement contrôlées par les pays en développement ou les pays du tiers-monde. Mais je pense que ce qui se fait aujourd'hui, c'est que nous avons cette diversité qui s'organise de manière spontanée au niveau des grands postes de développement. Et je pense que c'est des choses qui vont pouvoir, à l'avenir, s'inscrire dans la durée et surtout s'inscrire dans les habitudes de ceux qui gèrent ces institutions. C'est donc à suivre. Merci à vous, Driss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. On faisait avec vous le bilan donc de ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui viennent de se tenir pendant une semaine à Marrakech. Donc une manifestation considérée comme réussie au moins sur le plan de l'organisation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Driss Aissaoui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.